Président, d'entrée de jeu, je vous dirais, je vais partager mon temps avec la députée d'Edmonton, Strathcona. Monsieur le Président, afin d'appuyer l'appréciation empirique du présent projet de loi portant sur la cybercriminalité, j'insiste sur le concept empirique, Monsieur le Président, puisque la pratique du droit criminel est d'abord avant tout une pratique de terrain, c'est-à-dire que les praticiens du droit criminel, bien qu'il y ait de la doctrine associée à la pratique du droit criminel, c'est d'abord et avant tout une pratique de terrain sur le tas, si vous me permettez l'expression. En fait, c'est une des premières notions qu'on apprend, c'est-à-dire qu'un criminaliste va apprendre sur le tas, et c'est les principes que j'ai appliqués et qui m'ont été prodigués lors de ma formation auprès de l'aide du Bureau d'aide juridique à cette île. Maintenant, ma présente allocution va être empreinte de ces notions qui se rapportent à la pratique sur le plan courant et sur la grande latitude dont jouissent le juge, mais également le procureur de la Couronne en matière d'ordonnance et en matière de sentence. On va voir qu'il y a une incidence par la suite et que ce projet de loi recoupe des notions qui sont propres à la pratique. Donc, appuyer l'appréciation empirique du présent projet de loi portant sur la cybercriminalité, le corps argumentaire du présent exposé s'orientera de manière à cerner les occurrences des notions à l'étude dans le cadre de la pratique d'un procureur à la défense au criminel. Maintenant, je vais également introduire la montée graduelle des infractions regroupées sous l'onglet des crimes informatiques. Monsieur le Président, lorsque j'ai commencé à plaider à l'aide juridique en 2005, si je ne m'abuse, ou en 2006, il y avait déjà des occurrences, il y avait de la cybercriminalité. Je pense que ça portait même ce titre-là à l'époque, cybercriminalité. Le terme commençait déjà à être en vogue. On voyait simplement la montée, Monsieur le Président. C'était tellement spécialisé qu'à une époque, il y a eu un cas en particulier, une jeune fille qui m'indiquait que son image avait été captée par une caméra, une webcam, et que cette image-là s'était retrouvée sur d'autres ordinateurs et que des gens lui faisaient du chantage. Lorsque je me suis adressé au procureur de la Couronne avec ce dossier bien précis, ils m'ont indiqué que les personnes les plus outillées pour faire enquête et pour agir dans le dossier, c'était la GRC qui gérait les crimes informatiques à l'époque. Donc, je vous dirais, en 2006, c'était de façon systématique, c'était transféré à la GRC et c'est eux qui étaient les mieux outillés. Maintenant, avec les années, j'ai pu remarquer et j'ai pris bonne note du fait qu'un bon nombre de dossiers portaient cette étiquette de cybercriminalité. On parlait à ce moment-là de plaintes formulées sur le cyberespace, formulées dans des chat rooms ou auprès des médias de masse. Donc, c'était des menaces qui étaient formulées sur Internet, mais également certains dossiers ayant trait de la prostitution juvénile. Donc, ça a été de plus en plus soutenu au fil des années. Et j'ai vu également, j'ai pris bonne note de la discrétion dont jouissait le juge pour émettre des conditions de remise en liberté qui faisaient référence à l'utilisation de moyens de communication ou à tout le moins de moyens de rejoindre le cyberespace Internet. Dans certains cas, j'ai même vu des juges émettre des conditions de remise en liberté qui interdisaient à un individu visé par des chefs d'accusation ayant trait à de la cybercriminalité ou à de la transmission de photographies pornographiques impliquant des mineurs. Ces individus-là pouvaient se voir imposer des conditions de remise en liberté qui lui interdisaient d'être en possession même d'un téléphone cellulaire qui pouvait lui permettre d'accéder à Internet. Bref, lorsque je faisais mention de ce caractère empirique et de cette pratique sur le terrain, par la force des choses, de facto, les cours de justice, les juges et les procureurs de la Couronne mettaient déjà de l'avant des moyens de circonscrire l'utilisation de l'Internet à des fins peu louables, je vous dirais, Monsieur le Président. Donc, ce qu'on assiste ici avec ce projet de loi bien précis, c'est une codification de pratiques qui avaient déjà cours, dépendamment toujours du district judiciaire, puisque les pratiques peuvent différer d'un district à l'autre. C'était des pratiques et c'était déjà appliqué de facto par nombre de juristes et de juges, tant en province qu'à la grandeur du pays, j'en suis assuré. Il est à noter que la codification de nouvelles infractions liées à la novation observable au chapitre des crimes contre la personne est hautement tributaire de l'avènement des médias sociaux, comme je l'ai indiqué, Monsieur le Président. Ça s'est vu augmenter de façon graduelle avec, entre autres, la plus grande popularité de Facebook et d'autres médias sociaux. Le caractère adaptatif de l'organe judiciaire combiné à la pression de l'opinion publique a permis l'élaboration d'une gamme étendue de sanctions et de limitations permettant de circonscrire le spectre
des menaces virtuelles à l'intégrité morale de l'individu. Je parle ici de menaces virtuelles, non pas virtuelles au sens d'hypothétique, mais bien des menaces et de la cyberintimidation sur le web et sur le cyberespace, de là le mot virtuel. Maintenant, Monsieur le Président, il faut comprendre également que ces menaces et que la cyberintimidation, ça tombe sous l'onglet des crimes contre la personne. Hein? Lorsque l'on parle de l'intégrité physique d'un individu, des voies de fait, si on casse le nez d'un individu, ces voies de fait lésions, bien, c'est sous crime contre la personne, mais également la cyberintimidation, selon ma propre appréciation, et je pense même que c'est codifié sous cet onglet, ça tombe également sous crime contre la personne, puisque l'on parle de l'intégrité morale, l'intégrité psychologique d'un individu, et c'est là où le bas blesse, avec la grande médiatisation. On a vu qu'il y a des dossiers au cours des dernières années, Monsieur le Président, qui ont joui d'une assez grande attention médiatique, et c'est la raison pour laquelle on est ici en cette Chambre aujourd'hui et qu'on débat du caractère aggravant et du dossier en question de la cybercriminalité, mais également de la cyberintimidation. Bref, voilà. Pour ce qui est de l'ajustement des ordonnances afin de répondre à la novation des pratiques déviantes, je parle de pratiques déviantes, c'est de la cyberintimidation, mais on a vu également des gens qui détournaient ou qui faisaient un usage plus ou moins louable du cyberespace. Les dossiers sur lesquels moi j'ai été appelé à siéger ou les dossiers que j'ai traités, c'était d'abord et avant tout des menaces de mort et qui visaient des groupes particuliers, qui visaient des groupes ethniques particuliers. Bref, il y a eu des ordonnances et il y a eu des conditions de remise en liberté qui ont été ébauchées avec les années et compte tenu du fait que le droit criminel, la pratique en droit criminel implique un échange soutenu avec les procureurs de la Couronne le plus souvent, les procureurs de la Couronne et les juges en sont venus à développer leur propre code de pratique et de là, l'imposition de sanctions et de mesures qui pouvaient jouir d'une assez grande latitude, je vous dirais, simplement pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, dans les conditions de remise en liberté au stade de l'enquête caution d'un individu, lorsque votre client, disons, décide de se prévaloir de son droit à une enquête caution et désire recouvrer sa liberté, il y a toujours cette possibilité pour le juge, lorsqu'il émet des conditions de remise en liberté, qui imposent des conditions sur mesure, si vous me permettez l'expression, qui ne s'aperçoivent pas dans d'autres dossiers et qui font référence à l'accès ou qui limitent à tout le moins de façon sensible l'accès à un individu qui a un comportement déviant à certains égards, même si c'est simplement des chefs d'accusation et que l'individu est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire. Lorsque des allégations de mauvais usage du cyberespace, eh bien, le juge va habituellement restreindre la capacité de l'individu à se connecter sur Internet et selon ma propre appréciation, et ça peut être débattu, ici c'est fort louable sur ce plan-là. Il va y avoir cette question-là de balance des avantages et des inconvénients en vertu des droits humains et des libertés individuelles ici au Canada et avec des arguments de charte. Mais je vous dirais que selon toujours ma propre appréciation en tant que juriste, c'est tout de même assez éclairé, c'est qu'avec la balance des avantages et des inconvénients, il y a de très fortes chances qu'une cour stipule ou qu'une cour s'entende à ce que les droits et que l'intégrité de la victime soient beaucoup plus importantes que l'accès d'un individu ou que la possibilité pour un individu d'avoir accès au cyberespace. Bref, je vous le soumets et ça sera débattu entre juristes en temps et lieu. Partant du constat propre au caractère évolutif des mesures visant à restreindre l'accès au cyberespace, une attention particulière se doit d'être portée aux articles du projet de loi à l'étude concernant les ordonnances de préservation ou de communication afin d'assurer le respect des principes de la Charte en matière de vie privée. C'est ce que je vous indiquais ici, Monsieur le Président. Je crois même qu'il y a des groupes qui prônent un accès libre à Internet, qui vont se pourvoir en justice ou à tout le moins qui vont s'inscrire en faux face à de telles mesures proposées dans le projet de loi à l'étude. Mais selon ma propre appréciation, avec la balance des avantages et inconvénients, il y a de fortes chances qu'une cour de justice en arrive à la conclusion que c'est une limite qui est raisonnable dans le cadre de notre société de limiter l'accès à des individus qui font preuve d'assez peu de discernement dans leurs propos ou qui utilisent le cyberespace à des fins peu louables et à des fins criminelles. Maintenant, je vais introduire également, il me reste une seule minute, wow, c'est calculé, je vais introduire également la nécessité de fractionnement et de relecture du projet de loi C13 afin de procéder à des examens distincts de ses objectifs alloués.
Il faut noter au passage que la plus grande partie de ce projet de loi n'est pas liée à la protection de l'intégrité psychologique et devrait relever d'un projet de loi distinct. Fidèles à leurs habitudes, les conservateurs ont décidé de faire un projet de loi fourre-tout, si vous me permettez l'expression, et de passer des matières hautement contentieuses dans un projet de loi qui fait l'unanimité ou dont le titre fait l'unanimité au final. C'est une pratique hautement répréhensible et je tenais à le rendre public. L'avis du nouveau Parti démocratique est à l'effet que l'inclusion d'articles qui pourraient s'apparenter à certaines dispositions du controversé projet de loi C-100 concernant les mandats... Questions and comments? Member for Edmonton Strathcona. Mr. Speaker, and I'd like to thank the honourable member for his speech on this matter. I know that he had considerable experience in his constituency representing his constituents in the courts. And I take very seriously issues that he raises that are of concern to the bar associations across the country. There have, of course, been concerns that what the government has done is, again, in bundling inappropriate matters together, it doesn't really give appropriate opportunity for discussion and debate. Well, of course, we are supporting moving forward expeditiously to address cyberbullying and the distribution of any appropriate or sexual nature information, particularly about children. And we would love to expedite those provisions. We've waited long and hard for the government to act. Could he speak again to the matters relating to the issuance of warrants and so forth that arose in the previous bill, and whether he thinks they're appropriately addressed and whether they merit more considerable debate? Je remercie ma collègue de sa question. Maintenant, comme sa question lui faisait mention, Monsieur le Président, ce projet de loi en est un qui est omnibus, comme on l'a déjà vu par le passé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs matières qui y ont été incorporées en douce. Si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président, les conservateurs savent pertinemment que certaines matières qui ont tenté de soumettre à l'assentiment du public ont tout simplement pas passé le test. Et je pense à certaines mesures qui visaient à limiter la possibilité à des individus d'avoir accès à Internet, mais également d'assurer un suivi de ces individus. Bref, on retrouve les mêmes notions dans ce projet de loi. Pour l'avoir étudié tout de même sommairement, je vois que certaines notions qui étaient assez impopulaires et assez controversées ont été remâchées et resservies dans ce projet de loi bien précis, ce qui est hautement répréhensible. Autrement, pour ce qui est de la lettre et de la forme du projet de loi, on va s'accorder sur l'aspect primordial et essentiel de son libellé, mais ça mériterait un examen approfondi et un fractionnement de certaines notions et un examen approfondi de ces notions en comité. Merci. Comments and questions? Member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. And I wanted to make it fairly clear in terms of the residents that I represent in Winnipeg North recognize cyberbullying and to the degree in which it is so harmful to society as a whole. Today we have legislation before us that if in fact the government was genuine in wanting to pass legislation dealing with the issue, that it could be done in such a fashion that it would receive all parties' support, I believe, in terms of getting it expedited so that we could actually have legislation passed through all different levels before Christmas. The key is that we have to be able to recognize the issue of cyberbullying and take that out of the entire bill that's being proposed and bring it forward as a standalone. Thereby, all members of this House would be able to accurately represent their constituents and see this type of legislation actually passed to the full degree in which it could become the law of the land if, in fact, we recognized the cyberbullying for what it is a horrific crime that needs to be dealt with, and with all political party support by singling out that issue and passing it. Would he not agree that that would be the most effective way at getting something done between now and the end of this year? Member for Manicougan. Je remercie mon confrère de sa question et maintenant, je vais abonder dans le même sens, c'est-à-dire que la cyberintimidation est en soi suffisamment sérieux. C'est une matière suffisamment sérieuse pour que ça mérite un examen en aparté et que ça mérite un projet de loi. C'est, semble-t-il, celui qu'on a dans les mains en ce moment, mais si on se fie simplement au titre, c'est le cas, mais lorsque l'on jette un œil un peu plus attentif, on voit qu'il y a bien d'autres matières qui ont été abordées, des matières qui sont tout de même suffisamment contentieuses.
législative. Je vous le soumets et la position néo-démocrate est à l'effet que l'on doit étudier de nombreuses notions prévues dans ce projet de loi en leur qualité individuelle. Merci. Parliamentary Secretary to